Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout. Une émission dédiée à l'organisation de l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques heures seulement. J-1, le Gabon a donc rendez-vous une fois de plus avec son histoire. Le peuple gabonais qui va donc se déterminer en toute responsabilité afin d'élire le prochain président, celui qui va présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. 8 candidats en lice, dont le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguemadas. Dans cette émission, on va donc faire le point sur cette organisation de cette élection présidentielle, ses préparatifs notamment sur le plan administratif, la mobilisation depuis plusieurs semaines du ministère de l'Intérieur à travers ses deux principaux organes, la CNOSER et la CER, la communication aussi, pas seulement celle des candidats, mais celle institutionnelle qui a été mise en relief une fois de plus par la haute autorité de la communication à travers ses différents programmes, l'expression directe, le journal de la campagne, mais surtout l'émission débat qui a donc permis aux 8 candidats de pouvoir s'adresser directement à leurs potentiels électeurs. On fera le point sur cette émission débat. Est-ce que cette émission débat a un réel impact sur les populations, sur le choix des électeurs? Et puis on reviendra également sur cette présence sur le terrain des différents états-majors des 8 candidats avant de mettre également le marqueur sur le contexte qui prévaut dans cette élection présidentielle et peut-être les lendemains qu'on souhaite évidemment apaiser après ces nombreux rendez-vous manqués en ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles depuis le retour de la démocratie depuis 35 ans déjà, depuis l'élection présidentielle de 1993 qui avait connu des lendemains chahutés, l'élection de 2016 et celle de 2023. Pour évoquer tous ces sujets, je suis avec deux invités, Jean-Christian Combina, journaliste principal, mais surtout coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Combina, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pombo. Il y a également sur le plateau Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pombo. Merci donc à tous les deux d'être là au rendez-vous pour que nous puissions décrypter les dernières heures de cette forte actualité en rapport avec cette élection présidentielle qui aura lieu donc dans quelques heures, on l'a dit, ce 12 avril 2025, donc 8 candidats sur la ligne de départ. Dans cette émission, on vous fera également voir cet élément qui a été produit par les équipes de la communication de l'UNOCA à travers ces consignes données par le représentant du système des Nations Unies au Gabon, Abdou Abari, au niveau de l'Afrique centrale évidemment, qui a tenu à faire une adresse à l'endroit des populations dans le cadre de l'organisation de cette élection présidentielle. Alors messieurs, vous avez regardé pour ce qui est donc de la communication officielle, institutionnelle, mise en relief par la haute autorité de la communication, la HAC, ces différents programmes diffusés dans les médias du service public, l'expression directe qui est une tribune offerte aux candidats pour pouvoir mettre le marqueur sur les points saillants de leur projet de société, le journal de la campagne pour couvrir l'ensemble de leurs activités, mais surtout l'émission débat, le grand débat, donc qui est la tribune tout indiquée pendant 1h30 dans laquelle les 8 candidats ont eu le temps de pouvoir s'adresser au peuple gabonais, de pouvoir mettre en relief les principales articulations de leurs différents projets de société. Pascal Nkoulou, vous êtes un acteur politique. Est-ce que vous pensez que cette émission débat est devenue une véritable tradition, un véritable rendez-vous à chaque élection présidentielle depuis 1993? Est-ce que cette émission débat organisée par le régulateur de la communication au Gabon a un rôle important dans le choix des électeurs? En principe, on devrait s'accorder sur le fait qu'il est important que les candidats à l'élection présidentielle échangent longuement sur la plupart des sujets qui intéressent les citoyens gabonais. Si j'avais à me prononcer sur cette émission, je m'attarderais uniquement sur le format. Je considère que
c'est vrai qu'il faut que le candidat ait devant lui des journalistes, mais j'aurais été d'avis que la HAC accompagne ce type d'émission par une sorte de décryptage fait par différents acteurs pour que chacun reprécise les situations non maîtrisées du candidat ou mette en valeur les points importants du candidat. Donc il n'y a pas véritablement cette expression du débat. Le débat se sous-entend entre quelqu'un qui est du même bord que vous et quelqu'un qui serait de bord contraire pour contrecarrer, c'est-à-dire mettre en évidence les insuffisances et les éléments forts d'une situation. Lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, que vous adressez à les journalistes ne sont pas vos débatteurs. Les journalistes mettent en éveil les éléments forts de votre discours. C'est à vous de les commenter. Donc c'est bien fait, mais il manque donc justement cette fouille en profondeur qui aurait permis de mettre en évidence les incohérences à la fois du discours des candidats à l'élection présidentielle, mais c'est également aussi les insuffisances par rapport à leur offre politique ou à la maîtrise du champ politique. Ceci ne peut pas être fait par les journalistes, sinon on pourrait les accuser de prendre parti. Or, si après chaque passage de candidat, tout de suite on organisait une forme d'émission, de décryptage de ce qui avait été dit par les différents candidats, on aurait la possibilité, cette fois-ci, de mieux apprécier, parce qu'il y a un recul et ceux qui s'expriment peuvent être de bords différents ou du même bord que le candidat, mais ça crée une meilleure émulation que lorsque le candidat dit des choses que personne ne peut directement évaluer parce qu'il le dit à l'instant et que la plupart des téléspectateurs se contentent d'écouter, c'était bien, il a bien parlé, et ça peut paraître vrai. Or, il faut qu'il y ait des éléments de précision. Ces éléments de précision ont manqué, que ce soit au cours du débat, ou que ce soit au cours d'un projet, je crois que c'est comme ça. Et ces éléments sont importants pour conduire le citoyen à prendre la décision de confier sa vie sur 7 ans à un candidat. Or, là, c'est une sorte de mise en relief à des intentions sur les deux formats qui ont été arrêtés par la HAC. Donc, il reste quelque chose à approfondir. Donc, pour vous restez sur votre fin, selon justement le développement que vous venez de faire, c'est ça? On dit la vérité en termes de précision doit être dite par des confrontations d'idées. Mais lorsque vous avez juste une personne qui appuie et accentue sur une situation, vous n'avez pas d'autres éléments de référence que de vous laisser conduire, sauf si vous-même vous disposez de sources pour apprécier la profondeur de ce qu'il dit. Mais lorsque vous n'en avez pas, ce qui est la plupart des cas, pour ce qui concerne les téléspectateurs, vous écoutez et quelquefois, vous pouvez faire un choix erroné. Alors, Jean-Christian Combila, vous avez, vous, l'avantage sur le plateau d'être le journaliste, non seulement journaliste pour avoir été au service politique du quotidien L'Union pendant plusieurs années, mais pour avoir également pris part à une émission débat, celle de 2005. Vous avez fait partie du panel des journalistes qui avaient animé la présentation de cette émission-là. Donc vous avez l'expérience pour nous aider à mieux éclairer nos lanternes. Pascal Koulou venait de mettre le point sur deux éléments qui me semblent être importants. Celui de la confrontation des idées directes entre les candidats à travers une émission débat entre candidats, mais il a relevé la faiblesse du fait que cette émission, appelée émission débat, finalement ce soit un débat entre un candidat et des journalistes. Monsieur Pambou, ces débats organisés sous l'égide de l'instance de régulation s'inscrivent dans une tradition propre à notre pays. J'ai essayé comme cela d'aller sur la toile et puis de questionner ce qui se fait en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et même dans d'autres pays de la sous-région. Je n'ai pas trouvé d'exemple similaire. Donc, de ce point de vue-là, on peut aisément reconnaître que notre pays, n'est-ce pas, a en la matière une certaine avance. Maintenant, qu'il y ait eu un débat entre un candidat et un autre candidat, un journaliste aurait toujours été là pour pouvoir jouer les modérateurs ou pour pouvoir les questionner. Mais dans tous les cas, le débat, un homme ou un candidat, un projet qui est organisé à l'initiative de la Haute Autorité de la Communication a le mérite d'avoir été
du point de vue organisationnel, bien fait. Bien fait, pourquoi? Parce que, en tant que témoin de l'histoire, j'ai souvenance que dans notre pays, il y a eu, au cours de certaines élections présidentielles, 2005 notamment, où on avait vu un candidat, je l'ai déjà dit en d'autres circonstances, Alain Gouanzé, refuser de prendre part à ce débat-là. On a vu en 2016 l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle, refuser de prendre part à ce débat-là. Et on a vu en 2023 le président sortant, Ali Bongo, ne pas participer à ce débat-là. Donc, cette année, en 2025, il y avait 8 candidats qui étaient annoncés pour prendre part à ce débat. Les 8 candidats ont répondu à cet appel de la haute autorité de la communication. Et donc, nous, au sein des témoins de l'histoire qui nous battons pour la préservation de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, nous saluons le fait que ces débats ont eu lieu et les 8 candidats ont eu le temps d'expliquer leur programme. Ça veut dire que pour ce qui est de la forme, ce débat-là est évidemment une séquence importante dans l'histoire du retour au multipartisme, au pluralisme d'expression depuis 1990 au Gabon. Oui, du point de vue de la forme, oui, c'est une réussite. Maintenant, il faut que l'on puisse contextualiser ce débat-là et regarder justement la norme qui organise ce débat-là. Le contexte qui prévalait au début des années 90 n'est plus celui qui prévaut en 2025. Et donc, en 2025, l'élection présidentielle intervient dans un contexte d'exception, dans un contexte de tradition. Et donc, on aurait pu penser que, au regard de l'importance des enjeux qui entourent cette élection présidentielle, qui doit permettre à la fois le retour à l'ordre constitutionnel, mais qui doit projeter le Gabon dans le concert des nations modernes, avec ce que cela implique comme intégration ou réintégration possible au sein de la grande famille de l'Union africaine. En tant que journaliste d'expérience, je regrette un peu que ce débat, n'est-ce pas, ait été cantonné aux seuls médias publics. Et je l'ai dit également en d'autres circonstances, j'aurais aimé voir ce débat être ouvert justement à la presse privée. Et donc, en l'espèce, nous ne pouvons que souhaiter qu'il y ait une évolution de la pratique en ce qui concerne cette séquence particulière de notre démocratie. Alors, Pascal Nkoulou, au-delà de la forme, évidemment, il y a le fond. Il y a donc eu cette présence respectée, ce rendez-vous qui n'a heureusement pas été un rendez-vous manqué en termes de présence physique de 8 candidats sur le plateau de Gabon Première, cette émission diffusée dans les médias du service public. On a vu de nombreuses réactions chaque soir après chaque passage des candidats sur les réseaux sociaux. En 93, il n'y avait pas Internet. En 98 non plus. En 2005, du tout. En 2009, on était, on va dire, les prémices. Mais en 2012, 2016, donc 2016, il y a eu évidemment la toute-puissance des nouvelles technologies de l'information, de la communication qui s'était invitée donc au débat sur le plan de la communication, notamment sur le plan virtuel. Alors la question c'est, comment vous avez apprécié les nombreuses réactions des internautes, des Gabonais via les réseaux sociaux qui ont, mais de façon minutieuse, décrypté chaque passage en donnant même des bons et des mauvais points aux candidats. C'est pour ça que je dis que ces émissions auraient dû être suivies de plateaux de décryptage. Pourquoi? Parce que, ouais, il y a un intérêt que les populations accordent au discours et à la vision des acteurs politiques. Effectivement, cet intérêt va dans le sens où le choix porté est un choix objectif. On n'est pas à verser dans une forme d'émotion béate, mais on écoute et on évalue et on adhère ou on rejette. Donc c'est exactement cet exercice, à la fois qui était un exercice d'adoubement, mais également de recul pour ne pas s'investir dans une situation qui ne serait pas soit mal maîtrisée par le candidat ou mal évaluée dans ce qu'il propose comme
modèle de société. Parce que tout au long de cette période, sur les plateaux de Gabon Première, l'objectif c'est de vendre au mieux le modèle de société que l'on a, que ce soit pendant l'émission du débat, que ce soit pendant l'émission Un homme, un projet, l'objectif reste le même. Donc les populations, effectivement, regardent à la profondeur. La profondeur, ce n'est pas simplement le descriptif, mais c'est la capacité entre ce qui est énoncé et les moyens utilisés. Quand je parle des moyens, vous avez les ressources humaines, vous avez également les moyens financiers et la possibilité en termes de réseau de celui qui s'exprime sur des questions sensibles de faire aboutir cette vision. Or, vous savez bien que nous sommes au Gabon. Tout le monde se connaît. Donc, si vous avez à dire des choses qui sont de nature un peu exagérée, tout de suite, les téléspectateurs qui vous suivent se rendent compte que vous déviez. Et à ce moment, ils vous donnent la note qui correspond à votre projection. Mais si vous êtes cohérent et que le projet porte sur des éléments à la fois factuels, parce qu'il y a une réalité empirique, à la fois également sur les besoins exprimés par les populations, et vous apportez les réponses les plus appropriées en termes d'annonce, à ce moment, évidemment, il va de soi que ceux qui suivent le débat vont donner du crédit à ce que vous proposez comme évolution par rapport à la situation actuelle. Parce que le tout, ce n'est pas de décrire. Les citoyens apprécient beaucoup plus la capacité à faire la différence entre l'existant et la projection. Or, vous ne pouvez pas, beaucoup sont souvent en train de se dire, bon, on dit quelque chose comme ça. Non, on n'est pas dans le virtuel. On est à tenir un discours qui a une réalité empirique dans la conception du citoyen. D'accord. Voilà, donc c'est important que les citoyens soient rigoureux et restent objectifs et participent. C'est leur façon à eux de participer pour réorienter ce qui est en train de se dire. Alors, Jean-Christian Kombila, donc cette émission débat, un candidat, un projet organisé par la Haute Autorité de la Communication a été véritablement un rendez-vous pour le peuple gabonais, pour les populations. On est en train de parler de leurs nombreuses réactions sur les différentes pages, notamment celles des médias du service public qui ont été les diffuseurs principaux de ce programme-là, sur Gabon Première, Gabon 24 notamment. Il y a 8 candidats, mais ce qui ressort après constat, analyse, c'est que des 8 candidats, vous avez la première qui avait été la première à passer, donc Ninga Shaning Zenaba. On retient qu'elle a été plus ou moins acculée, ne maîtrisant pas finalement son projet de société. Alain-Claude Bilibinze, ça a été plutôt heurté au regard de la confrontation avec les journalistes, même s'il était resté évidemment droit dans ses bottes, maître de son sujet, mais on retient surtout cette confrontation directe avec les journalistes. Alain Simplice Bongwere, celui, il a marqué les esprits. Ça a été finalement la bonne découverte lors de ce passage dans ces émissions-là, au regard de nombreux commentaires qui lui sont plutôt favorables par rapport à sa maîtrise de son projet de société. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est présenté un homme pragmatique, connaisseur parfait de ses dossiers. Et la pensée Singone, qui lui s'est montré déterminé à tordre le cou à l'ordre ancien, rupture avec le Parti démocratique gabonais. Et donc il y a 8 candidats, 5. Stéphanie Loco aussi. Oui, mais il y a 5 qui, pour une raison ou une autre, ont plus fait parler d'eux, et 3 qui sont quasiment passés dans l'anonymat. Oui, si on doit regarder effectivement le panorama qui nous est donné des candidats, des passages des à candidats, cette élection, n'est-ce pas, à travers le débat organisé par la Haute Autorité de la Communication, la lecture que moi je fais m'amène à dire ceci. Le schéma qui se présente, c'est celui d'un président de la République potentielle, n'est-ce pas, qui est en fonction et qui est candidat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, de tous les candidats qui sont passés à la télévision, a eu une posture réellement présidentielle, une posture de chef d'État. Il est venu en homme sûr qui avait bien à l'esprit d'expliquer
l'orientation qu'il compte donner à notre pays au plan politique, économique et social au cours de ces prochaines années. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas une tradition de débatteur, comme on dit dans notre pays, de tchatcheur, Des tribuns. de tribun. C'est un officier général, il sort de la grande muette, et donc cette culture du bavardage n'est pas le propre des militaires. En revanche, ce sont des praticiens, ce sont des hommes pragmatiques. Et donc, de ce point de vue-là, il est venu avec un bilan, c'est celui de la transition, qui est marqué par ce volontarisme politique de revaloriser même le métier de politique. Et donc, le président est apparu sur le plateau comme étant un homme de dossier. Et comme au cours de ce débat, il y avait deux passages qui étaient particulièrement attendus, à savoir celui de l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, candidat à l'élection présidentielle, donc Alain-Claude Bidié-Bizé, et celui du président de la transition, candidat à l'élection présidentielle. L'un est venu au plateau avec un dossier, il y a deux gestes qui nous ont marqués. Ces deux gestes sont apparemment identiques, c'est-à-dire celui de M. Alain-Claude Bidié-Bizé qui sort un document de ces dossiers, mais qui est en fait un document juridique, une décision de justice, le blanchissant de toutes les accusations qui lui ont été faites. Et puis, donc, il y a le président de la transition qui, lui, sort une pile de dossiers techniques bien montés qui concernent le rachat d'Assala, qui concerne l'évolution et les réformes économiques. Et bref, donc ces deux séquences-là nous ont rappelé une séquence qui avait eu lieu en France en 1980. Je pense 88, en rapport avec une élection présidentielle, où je pense en 81, 88 qui devait mettre aux prises le président Mitterrand et le président Jacques Chirac, et puis à un moment donné, le président, le candidat Chirac avait bluffé, n'est-ce pas, en retirant les dossiers comme pour dire à M. Mitterrand que j'avais beaucoup à dire sur vous. Et donc, on a vu effectivement que lorsque M. Bidié-Bizé a tiré son dossier, c'était plutôt pour montrer au peuple qu'il a été blanchi et donc toutes les accusations que l'on porte sur lui concernant son passé pénitentiaire, n'est-ce pas, doivent appartenir désormais à un passé qui n'est plus d'actualité. Donc le président Oligui Nguema est arrivé, lui, vraiment un homme de dossier. Il a présenté ces dossiers-là sur la place publique qui concernait singulièrement le rachat d'Assala et tout le montage financier qui avait été habilement fait par le chef de cabinet qui a eu la charge de ce dossier. D'accord, mais pour refermer justement sur ce point, ce premier pan en rapport avec l'impact de cette émission sur les populations, est-ce que cette émission peut emmener un électeur à se décider, à faire son choix, à voter pour X ou Y? On va peut-être terminer sur ce point qui paraît aussi, tout aussi important, puisque passer à la télé pour des journalistes, faire des émissions et tenir un certain discours, c'est important, c'est bien, mais il y a qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a parlé d'Internet, on parle de plus en plus d'Internet où les populations ont accès à l'information elles aussi et elles s'expriment librement en plus. Donc il y a ces récriminations qui remontent systématiquement à la surface. On est en train de parler de restaurer le Gabon, de davantage renforcer la démocratie dans notre pays. Et les commentaires par rapport à cette émission-là, c'est que depuis qu'on a le format de cette émission, les journalistes font toujours la part belle au candidat président et s'opposent systématiquement, sont davantage virulents à celui qui est opposé au candidat président. Alors vous, en tant que journaliste, ayant pris part à une émission débat organisée par la Haute Autorité de la Communication,
qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions de plus en plus nombreuses de la part des Gabonais? Monsieur Pambo, permettez juste une seconde. Je voulais juste préciser que selon le panorama qui nous a été présenté, ce qui ressort, c'est un président potentiellement éligible, donc le général Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il a un bilan qui est un bilan élogieux, celui de la transition, et une vision qui projette le Gabon dans les 7 prochaines années. Et puis, autour de lui, il y a des potentiels gouvernants qui ont porté des projets contenant des idées originales. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Bungouré, par exemple, qui a été impressionnant de sérénité au cours de ces débats-là, et qui, là aussi, est apparu comme un véritable technicien de la politique. Son expérience d'ancien député, mais aussi de haut fonctionnaire de la République en tant que secrétaire général du ministère de l'Industrie est un avantage comparatif par rapport à d'autres. Et donc, il a émis une idée fort intéressante qui participe de la volonté de réconcilier les Gabonais. C'est le fonds souverain pour le pardon qui serait financé, a-t-il dit, sur les économies générées par la vente des matières premières. Et ce fonds, cette idée est une idée à explorer et qui peut, pourquoi pas, au moment où certains parlent de mettre en place une commission justice et réconciliation. Et donc, je pense que cette idée-là peut être une idée exploitable. Et puis, on a vu aussi le candidat Ibinga, qui est apparu comme un véritable technicien des petites et moyennes entreprises. Il est entrepreneur déjà. Et c'est bien de le signaler. Et donc, là aussi, on a vu des idées, n'est-ce pas, qui peuvent servir, n'est-ce pas, au prochain président de la République, que nous pensons devoir être le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée relative aux critiques contre les journalistes, oui, ces critiques-là, nous les entendons, nous les avons entendues à l'issue, singulièrement à l'issue des 2 premiers débats entre les journalistes et la seule femme candidate à l'élection présidentielle, mais entre les journalistes également et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Didier-Bizet. Elles reviennent, ces critiques, à chaque fois qu'on organise ces critiques reviennent. En effet, maintenant, oui, je pense que, de mon point de vue, le résultat de l'élection ne fait pas de doute. On connaît celui qui a les faveurs des pronostics. C'est le général, c'est l'homme du 30 août 2023 qui a les faveurs des pronostics. Maintenant, est-ce que ce débat tel qu'il est fait sur Gabon Première participe de façon déterminante au choix des électeurs? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il a un impact considérable sur le comportement électoral des citoyens. Maintenant, oui, et là c'est une réflexion que nous, spécialistes de la communication médiatique et politique, devons avoir, n'est-ce pas, de façon tout à fait collective. Parce que je pense qu'il est important de redéfinir et de s'approprier, n'est-ce pas, l'objectif véritablement assigné à cette émission. Et donc, les rédactions qui envoient leurs journalistes participer à ces débats-là doivent clairement questionner l'objectif réel poursuivi par cette émission. Et si on arrive à s'accorder sur l'objectif réel poursuivi par cette émission, je pense qu'on devrait rappeler les journalistes à l'ordre pour pouvoir les amener à comprendre que leur prestation n'est pas forcément déterminante dans le choix opéré par les électeurs. Peut-être aussi davantage spécialiser les journalistes, justement, parce que quand on parle d'économie, on parle de développement durable, quand on parle de culture, quand on parle de politique, il faut évidemment qu'il y ait des journalistes spécialistes de ces questions-là pour qu'ils puissent les aborder avec plus de pertinence et d'aisance. C'est le cas de le dire, M. Pambo, mais au départ, il faut avoir des professionnels véritablement aguerris. Une élection présidentielle se tient tous les 7 ans. Et donc, la pratique du métier se fait pendant 7 ans. Et donc, pendant 7 ans, n'est-ce pas,
même si on n'est pas sorti d'une faculté de droit et de sciences économiques, même si on n'a pas un master 2 en économie, mais si on a pratiqué le métier de façon rigoureuse et professionnelle en s'intéressant aux différents secteurs d'activité pendant 7 ans, lorsque vient l'élection présidentielle, on a une véritable maîtrise de ces dossiers. Mais aussi, il y a une question qui est importante, c'est celle du contact permanent que doivent avoir les journalistes politiques avec les acteurs politiques. Votre spécialisation, c'est la politique. Oui. Ben voilà, ça veut dire que lorsque vous aviez pris part à cette émission Débat de 2005 en tant que journaliste et composant le panel, si on vous avait demandé de traiter des questions sportives, je ne pense pas que vous auriez accepté. Non seulement je n'aurais pas accepté, mais je ne pense même pas qu'on m'aurait retenu en cela. Je pense que j'aurais été un piètre journaliste sportif. Mais moi, j'appartenais à la rédaction de l'Union qui, elle, était structurée en ce temps-là, et je pense qu'elle l'est toujours. Fait autorité d'ailleurs dans le domaine. Et donc, j'étais un journaliste politique qui avait une pratique régulière de tous les acteurs politiques, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition. Et donc, ce sont des acteurs politiques que nous rencontrions au quotidien, tout au long du septennat. Donc, nous couvrions leurs activités, nous couvrions leurs points de presse, leurs conférences de presse, leurs congrès respectifs. Donc, nous n'avions pas à les surprendre au cours de l'élection présidentielle. Eux non plus n'étaient pas surpris de nous voir retenus parmi le panel des journalistes. Donc, il y a cette interdépendance qui était régulière entre les journalistes de notre époque et les acteurs politiques de cette époque-là. D'accord. Pascal Nkoulou, alors on va ouvrir le second tiroir de l'émission. On est toujours dans cette actualité en rapport avec l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques heures seulement. La campagne électorale a été lancée le 29 mars dernier. Elle s'achève dans quelques heures seulement. Lorsqu'il sera minuit, la campagne sera terminée. Quel regard avez-vous eu durant ces 2 semaines de campagne? Quelle observation avez-vous fait par rapport aux différents états-majors politiques, notamment par rapport à l'état-major, pas forcément politique, à l'état-major du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, par exemple? Je voudrais, si vous permettez, en 2 minutes revenir sur ce que M. Jean-Christian Combile a dit par rapport au débat et à sa forme. Je crois que tous les Gabonais qui ont regardé ces émissions, beaucoup ont été à la fois, je vais prendre les mots précis, déçus par la présence des journalistes. Vous savez, lorsque l'on arrête des thématiques et qu'on dit c'est elle qui va interroger sur le volet politique, on s'attend à ce qu'il y ait effectivement une architecture d'éléments politiques pour confronter le candidat à son projet. Or, on avait parfois à vivre des situations où des journalistes entre eux s'empêchaient d'interroger le candidat parce que l'un voulait parler, l'autre l'interrompait. Donc, il y avait quelquefois une situation de cacophonie. Première chose. Non, mais il y a une organisation qui est faite et chaque journaliste sur le plateau a un pan qui lui est réservé. Donc, c'est à nous de conduire à ce moment-là le débat avec l'invité. Moi, je suis quelqu'un qui regarde de façon assidue les débats politiques. Quand je parle de débat, c'est vraiment des vrais débats politiques. Là, c'est plus une sorte de grande orale. Le débat, c'est entre 2 adversaires. Chacun met en évidence, je l'ai dit, les incohérences et les erreurs de l'autre. Ça permet de relever le niveau de la défense en termes d'affirmation des projets que l'on porte sur soi. Or, au cours de ces émissions, il y a effectivement ce type de situation. Et il y a aussi, je peux parler parce que c'est à peine compréhensible. Lorsque vous avez un candidat à l'élection présidentielle et que vous lui posez la question sur des faits personnels, situez-les pour que les téléspectateurs ne voient pas dans votre initiative comme si vous étiez commis à une tâche de le mettre en difficulté sur un élément isolé. Ce qu'il a dit par rapport à M. Alain Claude quand il présente son rendu de justice, en fait, il dit « j'ai été blanchi ». Il n'a pas du tout été. C'est pas ça. Une décision de justice rend justice sur une situation. Il avait effectivement été reconnu coupable du fait qu'il a mis des chèques sans provision. C'est un délit. C'est pour cela qu'on l'a condamné. Est-ce que ce délit était vrai? Oui, le journaliste est revenu sur ça pour dire, oui, effectivement, vous avez eu telle procédure de justice, mais le fond reste que vous aviez émis des chèques sans provision. C'était important à dire. Et malheureusement, on ne l'a pas vu comme ça. Il y a eu l'impression qu'il voulait prouver que c'était un ancien prisonnier, auquel cas il n'a pas le droit à s'exprimer. C'est totalement différent. Et sur la posture, par rapport à ce qu'il disait, à cette élection présidentielle, il y avait un homme qui était aux commandes, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a une posture présidentielle et il avait un challenger. Du fait que les gens pensaient
que par sa courte expérience en tant que Premier ministre, Alain Claude présentait un profil capable de maîtriser l'outillage politique. Vous n'allez pas réduire son expérience dans le domaine politique et de la haute administration de Gabon parce que c'est aux 8 mois qu'il a passé à la primature. Justement, il faut faire la différence. Lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous excellez dans les affaires de votre département ministériel. Vous n'avez pas, vous, assumé la couverture politique de la nation. Vous êtes un élément de la gouvernance. Vous n'êtes pas au centre de la gouvernance. Que vous soyez même porte-parole, vous portez la parole de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est cet excès de zèle qui a valu à Alain Claude ce descriptif de quelqu'un qui était au-delà de sa mission, que tout le monde cernait. Revenons à l'émission. Donc, par rapport à l'émission, justement, c'est cette posture présidentielle qu'il n'a pas su affirmer. Parce qu'il est resté sur une situation... Je ne suis pas sur Alain Claude Bilibinze, ce n'est pas le thème de l'émission. Je vous ai posé une question bien précise. Je voulais le dire parce que... Non, commencez pas à sortir. Ne commencez pas à sortir. Comme le journal de la première chaîne. Vous avez 8 candidats. Je dis 2 minutes. Ce que je ne comprends, c'est la fixation. Sur le point de conclure. C'est la fixation que vous faites sur un candidat. Tout découle de l'appréciation qu'on a des candidats pour aller à l'élection. Vous n'avez aucun contradicteur face à vous par rapport à ce que vous affirmez sur Alain Claude Bilibinze. Moi, je ne vais pas jouer le contradicteur. Je vous ai posé, j'ai un conducteur, je vous ai posé une question en rapport avec le deuxième pan de mon... J'allais en venir justement. Voilà. Ce deuxième pan découle de quoi? Il découle du fait que dans les meetings, premièrement, on reçoit des candidats une sorte de synthèse de leur projet. L'endroit où on les écoute le mieux et avec beaucoup d'attention, c'est au cours des émissions. C'est pour ça que je voulais faire un parallèle entre la posture aux émissions et la gestion de leurs prestations en public au cours des meetings et des causeries. Qu'est-ce que moi je retiens en tant qu'acteur politique et en tant que citoyen? Je vais vous dire une chose, c'est qu'au cours de cette campagne électorale, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a d'abord une absence totale des autres candidats. Quand je parle d'absence totale, c'est-à-dire les initiatives engagées pour gérer la proximité avec les populations ont été faites de telle sorte qu'il fallait vraiment fouiller dans les réseaux sociaux pour savoir ce que X ou Y a fait. Donc, c'était comme si à la fois, c'est pour ça que je voulais parler de présence pendant les émissions, c'est comme si à la fois on avait des personnalités qui, tout en affirmant une ambition, se refusaient de l'assumer de manière pleine et potentielle vis-à-vis de leurs compatriotes. Alors que pendant l'émission, au cours des débats, on voyait effectivement autre chose. Donc, il y a ce constat-là. Il y a maintenant le constat des supports et des relais. Et à ce niveau, il faut noter que, je veux le dire de manière la plus simple qui soit, la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema a percuté à cause de quoi? A percuté justement parce que, contrairement à la période du référendum, la campagne présidentielle a reçu le soutien des relais politiques qui se sont investis. Pourquoi? Parce que dans le champ politique, il y a une sorte de prolongation de l'élection présidentielle vers les autres élections intermédiaires. Et c'est à ce niveau qu'il faut tirer, si j'étais dans le camp, en termes d'équipe de décision de Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il faut tirer les leçons les plus importantes. C'est-à-dire, on a par moment donné l'impression qu'on marginalisait les acteurs politiques. Or, si leur implication personnelle ou individuelle ne s'était pas mise en avant, effectivement, on n'aurait pas eu toute cette grande mobilisation autour du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais ajouter un élément de taille qui est très important. Et aujourd'hui encore, parce que vous disiez quelles sont les leçons qu'on en tire. Aujourd'hui, c'est que, comme on le dit souvent chez nous, chaque caïman doit avoir son marigot. Le fait associatif a un volet important dans notre société. On ne va pas y revenir. Mais l'engagement politique a ceci de particulier, c'est que c'est une constance. Et à chaque fois, c'est une projection. Une élection appelle à la préparation d'une autre élection. Donc, la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema s'est véritablement reposée sur l'organisation initiale des partis politiques qui n'a pas été structurée par les coordinations de campagne mises en place par Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, oui, d'accord. Jean-Christian Kombila, alors, il y a ce frémissement observable sur le terrain depuis le 29 mars dernier, ouverture officielle de la campagne électorale. Cette élection présidentielle a donc vu la mobilisation des populations sur le terrain et l'ensemble des différents états-majors. On a observé sur les réseaux sociaux, évidemment, certains grincements de dents du côté, par exemple, du véhicule qui a été présenté comme étant le véhicule officiel qui portait donc la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, le RDB, le Rassemblement des bâtisseurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Effectivement, on a assisté à une campagne, moi je dirais dense. La campagne
s'est révélée dense parce que elle a vu l'implication de nouveaux acteurs de notre processus démocratique. Et au nombre de ces acteurs-là figure le rassemblement des bâtisseurs. Donc la société civile. Oui, non, justement, j'y arrive. Le rassemblement des bâtisseurs, qui est la plateforme présidentielle, n'est-ce pas, autour de laquelle sont venus se greffer, n'est-ce pas, un ensemble d'associations, un ensemble d'organisations non gouvernementales. Et donc, ces différentes forces vives-là ont, à leur manière, mené campagne sur le terrain. On les a vus aussi bien ici, dans le Grand Libreville, qu'à l'intérieur du pays. Maintenant, le chef de l'État candidat avait lancé l'appel à la fois aux partis politiques, aux intellectuels et aux religieux, bref, à toute personne physique ou morale comportant une capacité d'influence. Et donc les partis politiques traditionnels également se sont greffés à cette campagne. On a vu des réunions au niveau le plus élevé avoir lieu entre le candidat et les partis politiques qui le soutenaient. Un accompagnement a été initié, n'est-ce pas, pour permettre à ces forces politiques-là de se déployer sur le terrain. Et donc, comme disent les politiciens traditionnels, la politique, c'est du donnant-donnant. Vous me donnez aujourd'hui, demain, je vous en donnerai. Donc, aujourd'hui, et c'est le président candidat qui a besoin des partis politiques, et donc, ces partis politiques avaient d'ailleurs indiqué publiquement qu'il s'y engageait avec beaucoup de volonté et beaucoup de détermination, et il demandait justement aux autorités de la transition de ne pas forcément s'attacher à ce distinguo parfois confus que l'on a toujours fait dans le landerneau politique gabonais, à savoir entre les partis éléphantesques et les partis gazelles. Et donc, chaque caïman, comme dit M. Nkoulou, a son marigot, parti éléphantesque, parti éléphanto ou parti gazelle, chacun a son marigot. Ce n'est pas entre partis politiques et partis gazelle. Et donc, entre les différentes forces sociales, les associations ont un actif social qui est important. Les partis politiques ont un actif social de programmation, de prévision de l'actif politique. C'est totalement deux champs différents. Non, quand vous dites le parti gazelle, aujourd'hui au Gabon, aucun parti n'a une majorité quelconque. Donc, tous les partis sont au même niveau. Il ne faut pas confondre entre les individualités dans les partis politiques qui détiennent des ressources financières capables de se mettre en avant et la structuration des partis politiques. Aujourd'hui, vous avez tous les partis, lequel est le majoritaire? Lequel? J'étais en train de dire que chaque caïman a son marigot. Et moi, j'ai vu un acteur politique revendiquer clairement que oui, je suis un parti gazelle, mais je ne suis pas l'enfant de l'éléphant. Ça veut dire que j'ai mon autonomie. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces forces vives, aussi bien les politiques traditionnelles que les nouveaux acteurs du processus démocratique, toutes ces forces vives-là se sont mobilisées maintenant au profit du candidat du rassemblement des bâtisseurs. Et mis à part ce candidat-là, je n'ai pas vu un autre candidat, n'est-ce pas, mobiliser autant de forces vives disparates ou différentes les unes des autres, n'est-ce pas, autour de leur candidature. Et donc maintenant, le jour J, c'est demain, comme l'ont dit les soutiens du candidat Oligui Nguema, le 12 c'est le 12. Demain, on avisera, on sera sur le terrain, nous irons accomplir notre devoir civique, mais en même temps, en tant que journaliste, n'est-ce pas, nous suivrons avec une attention particulière, n'est-ce pas, le déroulement de cette élection présidentielle. Alors, ce que l'on remarque également, c'est que cette campagne électorale ouverte le 29 mars dernier, qui s'achève dans quelques heures seulement, s'est déroulée globalement dans une atmosphère de calme, de quiétude, apaisée, de convivialité même, loin de ce qu'on a pu vivre en 2009 et en 2016, lorsque nous étions dans une atmosphère véritablement anxiogène, avec cette chape de plomb qui avait au-dessus du Gabon, ce discours développé par l'opposition à l'endroit de celui qui était le candidat de la majorité, Ali Bongo Ondimba, dont on avait contesté la filiation en 2016 par exemple. Là, l'élection se déroule plutôt
dans le calme, la campagne dans le calme. Et d'ailleurs, à cet effet, je vous propose d'écouter ce mot du représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA, Abdou Abari. À quelques heures du vote pour la présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, je tiens à réitérer mon appel pour un scrutin dont les résultats reflèteront le choix librement exprimé par les Gabonaises et les Gabonais au bout d'un processus crédible, inclusif, transparent et sincère. J'invite toutes les parties prenantes, y compris les candidats, à privilégier le dialogue, la concertation et la recherche du consensus en cas d'éventuelle divergence. Autrement dit, je les encourage à avoir recours aux voies pacifiques et aux institutions compétentes pour régler tout désaccord ou différend qui pourrait survenir au cours du processus. Il est primordial de s'abstenir de tout acte susceptible d'inciter à la violence ou de constituer une menace à la paix et à la sécurité des biens et des personnes. Dans le cadre des bons offices du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, je réaffirme ma disponibilité à accompagner le peuple gabonais dans sa marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Je salue les efforts déjà déployés qui ont permis de respecter le chronogramme de la transition et exhorte les Gabonaises et les Gabonais à continuer à œuvrer en faveur de l'édification d'un Gabon de paix, de stabilité et de prospérité. Voilà, c'était donc là le discours d'Abdou Abari, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Gabon et chef de l'UNOCA. Cette piqûre de rappel du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Pascal Koulou, tombe à pic. Écoutez, le Gabon, depuis Omar Bongo, s'est toujours présenté comme étant une nation qui est en permanence en quête vers la paix. Bon, aujourd'hui, depuis 2023, les Gabonais... En quête vers la paix ou qui cultive la paix au quotidien? Oui, mais c'est ce qui nous a évité les postures extrêmes qui auraient pu se produire chaque fois qu'il y avait des incompréhensions politiques de très haut niveau. 2023, je crois que l'approche militaire visait justement à préserver cet équilibre qui est très fragile. Mais bon, il fallait préserver la paix et ça justifiait leur intrusion. Et tout au long de la transition, les éléments mis en avant, c'était de parvenir à organiser un scrutin transparent qui assure la sérénité et l'objectivité en matière d'engagement citoyen. Donc aujourd'hui, est-ce que cette situation, en termes de volonté, peut être mise en question? Je ne le pense pas, parce que les Gabonais ont tout de même fait un choix. Moi je dis, cette élection au Lugui doit simplement affirmer aux Gabonais maintenant le retour de l'autorité de l'État. Le reste est une simple formalité. Il va être élu. La question de fond, c'est: est-ce que l'autorité de l'État va devoir prévaloir maintenant qu'il est légitime? Voilà ce que les Gabonais demandent. Et dans ce discours fait par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, c'est maintenir la paix. On ne maintient pas la paix avec des intentions. On maintient la paix avec des institutions fortes, avec une observation stricte des codes et des symboles de la République, c'est-à-dire de la loi. Voilà l'invitation qui est faite au Lugui. Et je pense que dans le cas de la mobilisation, en ce qui concerne les causeries, les campagnes et tout, la forte présence des populations, c'est d'inviter le général Brice Clotaire Luyingema à maintenir l'autorité de l'État. Parce que aujourd'hui, tout autour de lui, toutes les forces vives se sont mobilisées. Personne n'est contre Lugui. Moi, je ne tiens pas compte des candidatures marginales ou isolées ou hasardeuses. Ça, elles ne comptent pas. Parce que en termes de posture politique, ce qui peut être intéressant, c'est bon, un peu comme en 2016, on avait d'un côté un camp politique structuré avec des forces puissantes et de l'autre, un autre groupe qui avait également pu rassembler. Or là, face à Lugui, toutes les formations politiques sont engagées pour sa victoire. Une bonne partie, en dehors de quelques individus, pour ce qui est donc des forces syndicales, sont autour de Lugui, et à cela s'ajoute
c'est-à-dire toute la population gabonaise qui, en dépit des desiderata importants qui se sont produits tout au long de cette campagne, ont fait le choix de les lire. Donc, il y a une volonté ferme d'aller à l'essentiel en préservant la paix, et c'est cette volonté, je crois, que personne ne peut aujourd'hui dévouer, parce que seulement les Gabonais tiennent à ce que le socle sur lequel leur espoir a été engagé soit maintenu. Jean-Christian Combina, il y a évidemment dans ce continuum en rapport avec la préservation de ce climat de quiétude et de paix qui prévaut au Gabon depuis le 30 août 2023, le rôle majeur que le ministère de l'Intérieur devra jouer par rapport à cette élection, dont demain ce sera le vote, mais il y a la proclamation des résultats, déjà l'organisation transparente du scrutin. Oui, M. Pambo, il y a aussi déjà que je dise un mot sur l'intervention du responsable ou du représentant des Nations Unies à Libreville. Dans son adresse au peuple gabonais, j'ai retenu le satisfecit qu'il mentionne et qu'il destine justement aux autorités de la transition qui ont respecté le chronogramme annoncé à la fois au peuple gabonais mais aussi au système des Nations Unies. Et ce satisfecit traduit la reconnaissance d'un leadership clairement affirmé par le président de la transition, le général Brice Clotaire Nguema, qui est candidat à cette élection présidentielle. Ce leadership n'a été possible que parce que le général Oligui Nguema a restauré les institutions. Et parmi les institutions qui ont été restaurées, il y a l'institution présidentielle. Cette institution présidentielle qui est garante, n'est-ce pas, de l'unité de la nation, qui est garante, n'est-ce pas, du respect de l'autorité et de l'État. Et donc, en effet, oui, la préservation du climat social autour de l'organisation de l'élection est un enjeu majeur de cette élection, maintenant et après l'élection, car dans notre pays, on a toujours connu un climat politique conflictuel, n'est-ce pas, post-électoral. Et c'est justement un élément d'observation sur lequel s'appesantiront les nombreuses missions d'observateurs venus de toutes les institutions multilatérales partenaires de notre pays. Et donc, oui, le ministère de l'Intérieur et à travers lui, le gouvernement de la transition qui organise cette élection présidentielle joue gros en termes de crédibilité. C'est donc un test grandeur nature, n'est-ce pas, que le ministère de l'Intérieur et donc le gouvernement passe ou passera demain avec l'organisation de cette élection. Les observateurs internationaux seront dans les différentes circonscriptions électorales à travers le pays. On parle de près d'une soixantaine, sinon même près de 70 missions d'observateurs internationaux et nationaux qui ont été accrédités par le ministère de l'Intérieur. Et sans oublier évidemment les médias internationaux. Sans oublier là aussi les médias internationaux qui sont également venus nombreux pour voir cette nouvelle ère qui projette le Gabon dans la 5e République naître aux yeux du monde. On est véritablement là, Pascal Nkoulou, dans un autre Gabon, j'ai envie de dire, parce que quand on se rappelle de 2023, juste derrière nous, quand on regarde le rétroviseur, l'élection présidentielle, le régime déchu n'avait pas accrédité les missions d'observation internationale, les médias internationaux n'étaient pas du tout la bienvenue, et il y a même des médias nationaux dont le signal avait été coupé, comme Télé Africa par exemple, d'autres médias internationaux dont France 24 et TV5 Monde. À l'opposé, pour cette organisation, le CTRI a ouvert le Gabon au monde. Le CTRI, pour dire les choses simplement, n'avait pas beaucoup de choix. Est-ce que c'est une question de choix ou de responsabilité tout en reconnaissant la volonté d'ouverture. Est-ce que le CTRI avait l'obligation d'ouvrir le Gabon? Oui, écoutez, c'est important de dire pourquoi. Je vais vous dire, CTRI avait l'obligation de se conformer
aux standards internationaux. La seule façon de donner la preuve de leur volonté d'engager tous les éléments qui fédèrent la nation, le citoyen et les résultats électoraux, c'était de prendre des témoins neutres. Il n'y a pas meilleur témoin neutre que les médias internationaux qui peuvent circuler librement pour rapporter lorsqu'on organise une élection présidentielle et que le pays qui organise n'ouvre pas ses frontières aux médias internationaux ou aux organismes internationaux, qu'est-ce qu'il en court? Monsieur Pambou, tenons compte du contexte du CTRI. Le CTRI était confronté à un certain nombre d'obligations sur le plan international du fait de l'adhésion du Gabon à des organismes internationaux qui excluent les coups d'État. Ça nous a valu quoi? Ça nous a valu être mis un moment au banc de touche au niveau de l'Union africaine. Il a fallu que d'autres chefs d'État plaident et que le président actuel, le président de transition, fasse preuve de bonne foi sur un certain nombre de points pour qu'il soit de nouveau autorisé à siéger à l'Union africaine. Il en va de même pour d'autres organisations internationales. Donc, à ce niveau, la seule façon de lever le verrou, c'est-à-dire le doute sur ses intentions, la seule façon de redonner au Gabon une crédibilité sur le plan démocratique par l'organisation des élections sur les résultats des urnes transparentes, c'était de faire en sorte que les observateurs internationaux viennent. Parce que dans le fond, la demande par rapport à 2023, la demande ou la nécessité de la présence des observateurs internationaux était le fait de l'opposition qui craignait que le pouvoir en place n'use de mécanismes frauduleux pour confisquer l'élection. Donc ils avaient besoin d'avoir des témoins. Et à ce moment, on peut penser que le Gabon, État souverain, qui n'avait pas une situation de guerre, pouvait ne pas accepter ou accréditer des médias internationaux. Lorsqu'il y a les élections présidentielles en France ou dans d'autres pays, est-ce qu'il y a des observateurs internationaux? Bon, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le système électoral dans ces pays est transparent et personne ne viendrait imaginer qu'il puisse y avoir des situations visant à contrefaire les résultats électoraux. Donc, en 2023, le gouvernement gabonais de l'époque avait parfaitement le droit de ne autoriser aucun observateur international, rien ne dit contraire. Par contre, effectivement, les militaires auraient pu réduire le nombre de médias internationaux, auraient pu choisir les observateurs internationaux. Ils se sont ouverts. C'est une preuve de bonne foi. Il faut le saluer. Il faut reconnaître que le président de la transition, qui est candidat, s'est avancé en s'offrant lui-même aux différentes critiques parce qu'il n'a pas le contrôle sur ces médias. Donc, il ne redoute absolument rien. Le processus est transparent, géré par le ministère de l'Intérieur, qui obéit au cahier de charges qui a été énoncé, qui le respecte à la lettre. Jusqu'à présent, il n'y a eu ni retard dans aucun des étapes de la transition en termes de processus électoral. Donc, tout est orchestré et tout se suit parfaitement bien. Bon, à ce moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il craigne? Il n'y a pas une volonté non plus de sa part de confisquer l'élection. Alors, on va terminer par ça. Jean-Christian Combina, l'élection présidentielle, c'est dans quelques heures. Les Gabonais appelés aux urnes afin d'élire le prochain président de la République gabonaise. Souvent, lorsqu'on organise des élections présidentielles au Gabon, il faut attendre 1, 2, 3 semaines, peut-être même un mois, pour qu'on ait des résultats officiels. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que le délai sera aussi long? La transparence de cette élection présidentielle est un autre élément constitutif, n'est-ce pas, de l'enjeu majeur qui entoure cette élection. Et le gouvernement de la transition qui organise cette élection a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce processus électoral soit le moins contesté ou le moins contestable possible. Et nous apprécions déjà tous les efforts qui sont déployés par le gouvernement. Tout à l'heure, en faisant une comparaison avec ce qui s'est fait en 2023, on peut aisément apprécier le fait que dans les quartiers, c'est une dame du troisième âge qui me faisait remarquer qu'en 2023, à pareil moment, sachant que l'élection c'est demain, nous devrions voir des chars, des militaires passer à travers nos quartiers et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, le climat est serein, il n'y a point d'animosité perceptible
dans les différentes circonscriptions électorales. Et ça, c'était important à relever. J'ai pu relever que il n'y a pas eu, au cours de cette élection, des provinces qui ont été interdites à certains candidats. Tous les candidats ont pu sillonner l'ensemble du territoire national. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les passages de la seule dame candidate dans le Haut-Ogooué. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le passage du candidat Iloko Boussengi Stéphane dans le Haut-Ogooué. Jadis, on se souvient de ces tensions perceptibles, n'est-ce pas, en 2023, qui avait vu un acteur de la société civile, actuellement député de la transition, pour ne pas le citer, qui avait accueilli un candidat de l'opposition, Baro Chambrier, notamment à Franceville dans le Haut-Ogooué, et il avait vécu des troubles inacceptables. Et donc, aujourd'hui, on a pu voir que tout le monde a fait campagne partout où il le voulait. Et donc, ça, c'est à noter, c'est une avancée de constater qu'il n'y a pas eu de candidat caliassé à certains endroits du pays. Maintenant, oui, on attendra la proclamation de ces résultats parce qu'effectivement, oui, les résultats devront être proclamés le plus rapidement possible et ça aussi, c'est un élément objectif, n'est-ce pas, le délai entre la fin du processus électoral et l'annonce des premiers résultats officiels sera justement un enjeu, n'est-ce pas, de la crédibilité de cette élection. Merci Jean-Christophe Mbila, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de la table pour que nous décryptions une fois de plus cette forte actualité en lien avec l'élection présidentielle. Dans quelques heures seulement, les Gabonais appelés aux urnes, appelés à élire celui qui va présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.